Après 3 semaines de vacances, la Formule 1 est enfin de retour sur nos écrans. On a donc dit au revoir à ce circuit. Je suis extrêmement déçue et triste que ce circuit ne soit plus au calendrier à partir de l'année prochaine parce que c'est un de mes circuits préférés. Mais c'est pas grave. Il s'est passé plein de petits trucs avant qu'on reprenne la Formule 1. Enfin, avant, plutôt quelques jours avant. Donc on va parler un petit peu de tout ça, puis après on parlera du débrief évidemment de la course. Donc comme d'habitude, j'espère que vous allez bien. Prenez de quoi vous asseoir, prenez de quoi vous asseoir évidemment, prenez de quoi boire, prenez de quoi manger, prenez de quoi être confortablement installé pour ce débrief. La semaine du coup de Zandvoort commence avec 3 nouvelles. De 1, le binôme Williams a été renouvelé. Donc on a Albon qui continue sa lancée avec Williams et on a Carlos Sainz qui lui aussi continue un petit peu avec Williams. Au début j'avais un petit peu peur pour Albon parce que c'est vrai que c'est pas sa meilleure des saisons. Il a fait plus d'éclat en tout cas l'année dernière. Mais voilà, au vu de la configuration de la saison, ce n'est pas grave et je suis contente du coup qu'il reste parce que voilà, moi c'est vraiment un des pilotes que j'apprécie vraiment beaucoup et ça m'aurait fait un petit peu de peine de le voir partir de la F1 parce que je ne pense pas qu'il ait d'autres issues de secours que Williams pour un baquet. En revanche, pour Carlos Sainz, c'est bien pour lui, c'est bien aussi pour la régularité de l'écurie évidemment, mais je trouve que c'est peut-être un petit peu... En fait, j'ai peur que potentiellement le salaire de Sainz, parce que le salaire de Sainz est conséquent, pour une écurie comme Williams qui a beaucoup d'argent à mettre dans le développement et qui devrait, je pense, mettre cet argent-là dans le développement, je trouve ça peut-être un petit peu beaucoup de garder Sainz pour autant et du coup de perdre un petit peu cet argent-là au profit du développement de la voiture. Peut-être qu'ils n'avaient pas d'autres solutions. Après, Carlos Sainz ramène aussi pas mal de sponsors, ramène aussi pas mal d'expérience. Ça reste un pilote qui a été dans 2 top teams. Donc voilà, il y a aussi un gros background de Sainz à prendre en compte. Mais bon, au vu de sa conduite parfois un petit peu border, c'est peut-être pas... On verra sur le futur. En tout cas, voilà, pour ce qui est juste de l'écurie et d'être vraiment... constante et avoir un binôme qui dure dans le temps, c'est une très bonne chose que les deux soient conservés. C'est vrai que du coup cette nouvelle-là a été un petit peu éclipsée par une nouvelle qu'on attendait beaucoup, que je ne pensais pas avoir aussi tôt et que je ne pensais pas avoir aussi longtemps. On savait tous que Max Verstappen, le futur de Max Verstappen depuis le début de la saison était un petit peu la question que tout le monde se posait. Que va faire Verstappen? Je ne m'attendais pas à ce qu'on ait un renouvellement de contrat. Je vais pas dire que je suis pas contente, j'en suis extrêmement contente parce que du coup le fait de savoir que je vais voir mon pilote sur mon écran jusqu'en minimum 2030, ça me va très très bien. Alors après je pense qu'au-delà de 2030 on peut se mettre un doigt dans l'œil, mais voilà, je ne m'attendais pas à ça. Je pensais plus qu'il allait annoncer qu'il prendrait sa retraite à la fin de 2028. Je m'étais plus préparée à une retraite qu'à un renouvellement. Donc voilà, après peut-être que c'est sûr que cette décision est un petit peu critiquée parce qu'il y avait quand même beaucoup de bruit aux alentours de Mercedes, de McLaren, la retraite ou quoi. Il y a aussi la question qui, je pense, dans quelques années va se poser de Max Verstappen est-il l'un des meilleurs alors qu'il n'a gagné qu'avec une seule écurie? C'est 2 sons de cloche différents. Enfin, c'est sûr que face à un Lewis Hamilton qui, lui, a gagné avec, pour l'instant, 2 écuries et espère gagner avec une 3e, oui, évidemment, ça veut dire qu'on a un certain talent d'adaptation qui est assez fou. Mais je trouve aussi que faire toute son histoire avec une seule écurie et d'être vraiment fidèle à une écurie et que ces victoires-là sont autant les siennes que celles de l'écurie, que l'histoire de l'écurie se construit autour de ce pilote-là. Je trouve ça un petit peu mignon, je trouve ça un peu chouette pour l'histoire de l'écurie et l'histoire du pilote. Moi, je suis très contente, j'en suis ravie. J'espère aussi du coup que ce contrat pourra lui permettre de faire d'autres courses, que ce soit du coup la participation en heure, la participation au 24 heures du Mans, peut-être prendre part à d'autres compétitions, à d'autres courses de GT. On verra, 2027 nous le dira de comment ça va se passer. Je me demande aussi comment ça se passe à un renouvellement de contrat. Est-ce que là du coup le contrat prend effet dès 2027 et du coup ça annule un petit peu celui qui avait été signé jusqu'en 2028? Je sais pas trop comment ça se passe, donc il y a des personnes qui savent comment ça se passe. N'hésitez pas à me le dire. Et du coup on arrive également avec la 3e nouvelle, c'est que Isack Hadjar, pour rester un petit peu dans Red Bull, Isack Hadjar ne prendra pas part au circuit à la course de Zandvoort puisqu'il s'est pété le poignet. Donc du coup on a un Liam Lawson qui est promu chez Red Bull et un retour de Tsunoda. Le circuit de Zandvoort et le Grand Prix de Zandvoort était plus qu'attendu et donc du coup on va débriefer ça tout de suite. On va commencer du coup le débrief de ce Grand Prix par parler de Mercedes. Avant la pause, on avait un Antonelli qui avait eu quelques petites difficultés, on va dire, mais pas vraiment de sa faute. On a eu pas mal de DNF on a eu pas mal de DNF et donc voilà, on avait un Antonelli qui sur la Hongrie partait
satisfait de sa première saison, de sa première partie de saison. Puis après, on avait un George Russell qui, lui, était un petit peu plus en dents de scie, mais il était de nouveau sur une pente montante. On avait de quoi espérer un retour de vacances de la part de George Russell, en tout cas, assez, on va dire, combatif, assez confiant et voulant aller chercher ce qui manquait et ce qu'il a manqué durant la première partie de saison. Donc, c'est vraiment, pour moi, quelque chose que j'ai vu ce week-end chez George Russell. On était sur un George qui avait vraiment plus de hargne, qui avait vraiment plus d'envie sur les 3/4 du week-end. Évidemment, après, il y a eu quelques trucs en course qui ont montré qu'il était encore un petit peu fébrile, à mon sens. Après, c'est comme ça que moi, je l'ai interprété. Mais voilà, et c'est vrai qu'on a eu un Antonelli qui, du coup, à l'inverse, a fait, on va dire, on a eu George qui était vraiment... Il a fait ça sur le début du week-end, puis après, c'est parti un peu comme ça, puis comme ça. Et Antonelli qui a fait ça, puis après, qui a fait et puis qui remontait un petit peu en flèche. Donc j'ai trouvé ça un petit peu drôle de voir la dynamique du binôme de Mercedes sur Zandvoort. Russell, je trouve que, alors oui, la qualification était géniale, la course sprint, et c'est super pour lui. La qualification également de la course était super, mais c'est vrai qu'il y a ce petit coup de radio qui, moi en fait, c'est vrai que c'était nul dit comme ça, mais en fait moi, tout est parfait pour lui jusqu'à ce moment-là où il est en train de pleurer à la radio pour éviter que Kimi soit dans la compétition d'aller chercher plus haut que lui. Évidemment que Kimi va aller chercher plus haut que lui. Kimi est en train de chasser un championnat. Toi aussi, je comprends que, évidemment, la volonté première de chaque coéquipier, c'est de se battre. Mais de là à ce qu'un coéquipier dise ouvertement... Est-ce que Kimi est dans la bataille? Parce que sinon, ça sert à rien que je le passe, que je le laisse passer. Évidemment que si il est dans la bataille, et j'ai trouvé ça un petit peu nul de sa part. En revanche, ce que j'ai trouvé ça très bien, c'est que oui, il pleure un petit peu en radio auprès de son team, mais il exécute quand même les ordres, et j'ai trouvé ça très classe de sa part. Peut-être que à l'avenir, Antonelli lui rendra l'appareil sur une course plus ou moins proche, étant donné qu'après, je pense que ça va plutôt être chacun pour sa gueule à l'approche de la fin de la saison. Mais voilà, en tout cas, le fait qu'il ait laissé passer, j'ai trouvé ça vraiment très chouette de sa part. Et je trouve, ça c'est un truc que j'avais dit beaucoup dans de nombreux débriefs des années précédentes, à partir du moment où en fait Russell s'est mis à gagner, je trouve que Russell est un pilote chanceux dans sa malchance. Dans le sens où sa première victoire, si je me souviens bien, elle était sur une course à circonstances où il avait saisi tout le temps les bonnes opportunités, et il y avait toujours ces petits moments de « punaise, il a de la chance celui-là », alors vraiment, tant mieux pour lui. Et je pense sincèrement que s'il n'y avait pas eu la safety car, Russell n'était pas sur le podium. Et du coup, il a eu de la chance avec ça parce qu'il a pu offrir un podium en plus à Mercedes, et j'ai trouvé ça vraiment drôle et de me dire mais c'est fou, ce pilote a tout le temps de la chance dans sa malchance. Après évidemment, on va parler de la situation Ferrari un peu plus tard dans l'épisode, mais en tout cas, je trouve que là, Mercedes ont bien géré la stratégie, ont bien géré l'école entre coéquipiers, ils ont bien géré tout ça. Donc franchement, bravo. Pour moi, Antonelli, il est sur une pente où genre vraiment il est bon dans ce qu'il fait, il est clean, il est propre, il est pro, il a la tête sur les épaules. Donc je trouve ça vraiment chouette que qu'il ait cette avance. Honnêtement, j'ai du mal à penser que Norris et McLaren puissent rattraper Antonelli. Après, on ne sait pas de quoi la Formule 1 est fait, on ne sait pas de quoi l'avenir est fait, évidemment, mais je trouverais ça gros, très très gros, que Antonelli n'ait pas le championnat cette année. Donc honnêtement, pour moi, je ne suis pas du tout inquiète de la suite du championnat d'Antonelli. Je pense que même il fait des très très bons choix stratégiques, parce que c'est quand même assez dur, je pense, pour un pilote de sacrifier une potentielle victoire dans son pays, dans un championnat où il est en tête, etc. Donc je trouve ça assez fort de caractère de vraiment dire ok, c'est bon, je prends la pénalité, je commencerai le Grand Prix de Monza vraiment en fond de grille avec une pénalité parce que je privilégie le championnat plutôt qu'une victoire devant mon pays. Donc je trouve ça très très chouette de sa part, et pour moi je ne suis absolument pas inquiète de l'obtention de son championnat. Après, je sais que du coup pour le storytelling et pour tout ce qui se passe dans championnat, et parce qu'on reste en Formule 1 et que tout peut revenir très très vite, je peux comprendre que McLaren et Norris commencent un petit peu à titiller les pronostiqueurs, on va dire. C'est vrai qu'en début de saison, j'avais dit que j'étais un petit peu déçue que Norris ne puisse pas défendre son titre. Et bien là, on va dire que je suis assez contente pour lui qu'il puisse le faire. Il est arrivé en Hongrie avec il a décroché une victoire en Hongrie qui était très très bien, qui était très, voilà, c'était une petite démonstration de performance et de régularité d'un champion. Et là, c'est vrai que la victoire à Zandvoort, je dois avouer, pour moi, c'est partie des plus belles victoires de Lando Norris. Parce que là, je trouve qu'on a eu un Lando Norris qui était posé,
qui était pro, qui avait du sang-froid, qui avait la tête sur les épaules, qui se contenait et qui n'a pas... voilà, c'est comme s'il avait dit, tenez, la performance. Non mais je vous laisse la performance, prenez, je reviendrai plus tard. Et je trouve ça assez chouette de voir un petit peu l'évolution de maturité de Lando Norris au cours de la saison aussi. Et c'est vrai que ce qui a peut-être fait la différence là sur la victoire entre McLaren et Mercedes, c'est potentiellement l'expérience et la maturité un peu plus du coup élevée de Norris. Je trouve pour moi que là, ça a été un 100% de linéaire et de tout est bien accordé, tout est bien ficelé, tout est bien stratégié, tout est bien. Voilà, il a bien écouté, ouais, la conduite était super, il a fait des super belles manœuvres. On a eu une belle prestation de Norris en tant que champion du monde. Et c'est vrai que du coup, moi, je m'attendais, quand il a eu son championnat, etc., à ce que ce soit ça plus régulièrement. Après, évidemment, la voiture l'a pas permis en début d'année, etc. Mais c'est vrai que si, sur la suite de la saison, on a des petites batailles entre Antonelli et Norris, ben, je trouverais ça très chouette, même si pour moi, je trouve que 90 points d'écart, c'est peut-être un peu beaucoup et que on reste quand même sur une avance qui est assez considérable d'Antonelli. Donc voilà, rien n'est impossible, mais pour moi, ça me paraît un petit peu gros de dire que Norris peut jouer le titre. Évidemment, après, l'année dernière, on ne pensait pas que Verstappen pouvait remonter et jouer le titre. Donc là, je ne peux que dire bravo à Norris. Je ne peux rien dire d'autre. Je ne peux pas critiquer. Il a été parfait. Donc, bravo. Maintenant, il y en a un que j'en ai marre de critiquer parce que j'ai envie que les choses changent, c'est Piastri. Et je ne suis pas sûre que le discours sur Piastri va changer cette année. Je ne comprends pas ce différentiel de rythme. Je le trouve aberrant, je le trouve surprenant. Je ne comprends pas comment il peut faire le meilleur temps en Q2 et en même temps ne pas se qualifier et être quatrième. Je ne comprends pas. En fait, je ne comprends pas comment ça se fait que Piastri soit autant à la ramasse. Là, en fait, je n'ai même plus d'arguments, je n'ai même pas d'éléments de réponse à mes questions. Je n'ai rien. Je n'ai rien. Donc, si vous savez pourquoi, je vous en supplie, dites-moi. Bon, maintenant, on va parler de Ferrari. Je vais commencer par dire un truc. Vous êtes tous des malades mentaux. Mais vous êtes tous des malades mentaux à vous acharner sur Leclerc depuis 2 jours. Je trouve ça aberrant. Nous regardons du sport. C'est du sport. Donc, rentrez-vous ça en tête. C'est du sport. Donc, moi, ce que j'ai envie de dire, pour moi, Leclerc, il n'est pas fautif. En fait, je sais pas, si je me mets dans leur tête, c'est évident que je vais penser à ma gueule. Enfin, c'est évident que je vais penser à ça parce que ce sont des hommes qui roulent à 300 km/h et qui ont des pics d'adrénaline tout le temps. La plupart du temps, évidemment, qu'ils la jouent perso. C'est évident. Évidemment, c'est un sport d'équipe, mais c'est aussi et surtout un sport individuel. Donc, ouais, ça fait chier. Pardon. Donc oui, c'est hyper frustrant, c'est embêtant que Leclerc n'ait pas pit au moment où l'équipe lui a dit de pit pour que Hamilton puisse ne plus perdre de temps. Ouais, c'est hyper chiant, c'est sûr. Mais en attendant, la première volonté d'un pilote, c'est d'être au-dessus de son coéquipier et c'est d'être champion du monde. Peu importe si on se bat pour le 8e, pour le 3e, pour le 1er, pour le 12e, la volonté est la même. Ils veulent être devant. C'est comme ça. Si c'est pas la stratégie de Leclerc, après, il y a un truc où moi je me dis, et c'est hyper important de garder ça pour moi à l'esprit, c'est qu'on nous donne les radios que les gens ont envie qu'on entende. On ne sait pas ce qui s'est passé entre le pilote et son ingénieur, on ne sait pas les prises de décision qu'il y a eu avant, qu'il y a eu pendant, qu'il y avait après. On ne sait rien, on sait juste ce qui a été montré et diffusé. Donc, on ne sait pas si l'équipe avait peut-être prévenu Leclerc. Ça se trouve, c'était pas sa stratégie. Enfin, c'est même sûr que c'était pas sa stratégie. Il devait pas pit avant les 2 tours où il a pit. Ben, c'est tout. Donc, il pite pas maintenant. Et s'il n'a pas envie de piter, ben après, il n'y a qu'un seul libre arbitre dans la voiture, c'est Leclerc. Et donc, si lui, il n'a pas envie, ben, il n'a pas envie. Ça reste du sport, ça reste hyper individualiste. Quand Verstappen, il veut laisser passer personne, il se prend pas une déferlante de haine comme ça. Hein. C'est juste parce que c'est Hamilton en face que Leclerc, il se fait attaquer comme ça. Hein. Jamais Verstappen s'est fait autant attaqué que Leclerc s'est fait attaquer pendant les 2 jours. Alors oui, peut-être en 2021, mais 2021, c'est bon, c'est du passé. Et c'était à circonstance, mais genre tellement... Et encore, je pense que Verstappen ne s'est pas autant fait incendier par rapport à Monza, non, il y a juste Monza. Il veut pas le laisser passer. Et Leclerc, il le laisse pas passer. Et pourtant, si Leclerc était vraiment en faute, on l'aurait dit. Mais là, la faute, elle est à Ferrari. Parce que là,
Ils ont voulu faire ça, ils ont un Leclerc, ils ont un Hamilton, ils ont envie de froisser personne. Et bien au bout d'un moment, en froissant personne, tu froisses tout le monde. La faute, elle est à Ferrari. C'est Ferrari qui ne porte pas le poids des décisions qu'ils doivent prendre, qui n'impose pas en disant « tu pites, maintenant Hamilton passe, point, il perd trop de temps sur toi ». Basta così. Je trouve ça fou que le sport prenne des proportions aussi énormes. Donc pour moi, Leclerc, il a vu son propre intérêt. Il s'est dit qu'il pouvait potentiellement aller chercher le podium. Et ben il a tenté. Il n'a pas réussi. Et sans la safety car, Hamilton, il avait son podium. Donc je trouve ça un peu vache de vraiment pointer du doigt que Leclerc, quand il y a aussi eu la virtual safety car. Il y avait Russell qui l'a peut-être aussi un petit peu ralenti. Au bout d'un moment, c'est une course. Il y a plein d'éléments à prendre en compte. Oui, Leclerc n'a pas pit. Donc oui, Hamilton a perdu du temps sur lui. C'est comme ça. C'est une course. Donc voilà, comme je le redis, pour moi c'est Ferrari qui est en cause, c'est eux qui n'ont pas réussi à prendre les bonnes décisions au bon moment, à faire valoir leurs décisions. Ils l'ont pas fait, c'est hyper frustrant, c'est clair que c'est frustrant pour Hamilton, pour lui dans la voiture, et c'est comme ça. Ils ont fait un week-end correct, voilà, peut-être que ce sera mieux à Monza, peut-être que ce sera mieux à Singapour, peut-être que ce sera mieux à Madrid. En attendant, la course elle s'est passée comme ça. Leclerc il a vu son propre intérêt, Hamilton il a pas réussi à doubler aussi à la régulière Leclerc, il a pas réussi à doubler Russell avant la safety car. C'est comme ça, il y a aussi le facteur voiture, il y a le facteur décision, là il y a le facteur course, il y a le facteur pilote, il y a le facteur tout. Donc voilà, maintenant on peut conclure ça. Ferrari ont fait un week-end pour moi correct, ils ont ramené des points. Maintenant, on va faire un petit aparté sur Red Bull. Je crois que j'avais dit sur le débrief de la Hongrie, sur le débrief de Silverstone, sur le débrief de quasiment toutes les courses de cette année, que j'avais une vision. Verstappen allait gagner à Zandvoort. Je vous en supplie, faites-moi taire la prochaine fois. Parce que là, ça m'a brisé le cœur que Verstappen ne puisse même pas finir sa course chez lui. Et je me souviens, j'ai regardé mon copain, j'ai dit putain, mais heureusement que j'étais pas là-bas parce que j'aurais eu le cœur brisé de partir à Amsterdam, à Zandvoort, pour ne pas voir mon pilote prendre le départ de la course. Terrible. Après voilà, je perds toujours pas foi de voir Verstappen gagner une course tardivement dans la saison. Oui, mais j'y crois toujours à une victoire de Verstappen. Et après voilà, je voulais aussi surtout parler de Lawson et de Tsunoda, qui pour moi ont fait un très très bon week-end. Ils ont bien rempli la mission qu'on leur a donnée. Donc franchement, bravo les gars. Franchement, respect. En parlant de respect, on va passer un petit peu sur le reste du monde, où là, j'ai 2 gros respects à donner. Alonso. Respect. Mais respect. Et ils font dire, non mais, est-ce que vous vous rendez compte que le mec a 42 ans et il a toujours la hargne d'aller chercher des points? Ah, je trouve ça fou. Et je trouve ça beau aussi que le début de saison a été catastrophique. Et je trouve ça chouette que voilà, maintenant Alonso, sur certaines circonstances, puisse aller chercher des points. Je trouve ça chouette. Donc, premier bravo pour Alonso. Second bravo pour Hülkenberg. Je trouve cette saison, je le trouve assez impressionnant. Je trouve qu'il fait du très très bon travail avec Audi et avec Gabi. Et évidemment, on a tous vu ce qu'il a fait pour éviter Gabi. Je trouve ça incroyable. En fait, des fois, je me dis, mais est-ce qu'on se rend compte des surhommes que sont ces hommes? Et des réflexes, mais moi, je me le prends à 10 000 allures, Bortoleto. Évidemment, hein, je me prends à tout le monde. Mais vraiment, j'ai été épatée et je suis épatée de Audi cette année. Je suis épatée de ce binôme. Je l'adore. Donc voilà, je voulais juste distribuer des petits bravos et des petits respects. Un respect que je ne donnerai pas, c'est à Carlos Sainz. Je souffle, franchement, je souffle fort. Enfin, c'est quoi son intérêt de foutre Albon dehors, quoi? Enfin, de se foutre tous les deux dehors, enfin, c'est nul. Honnêtement, c'est trop nul. Donc voilà, pas fun. Voilà, je vais rester sur le positif. Bah écoutez, voilà, je pense qu'on va garder le positif en tête. On va garder le positif d'Antonelli, on va garder le positif de Norris, qui se défend très très bien en champion, en titre. On va garder le positif de tout ça, de cette course. On a eu une très très belle course, on a eu un très très beau Grand Prix de retour. Le prochain, c'est Monza. Purée, les gars, le prochain, c'est Monza. On se retrouve dans 2 semaines ici, sur YouTube. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que on va passer tout septembre ensemble sur Instagram. Donc si vous voulez me rejoindre là-bas, n'hésitez pas. Et voilà, c'est la fin de l'épisode. Donc si vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir, à commenter, à partager et à vous abonner. Et on se retrouve du coup en débrief pour Monza. Ciao les copains.